Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Aimée Florence, je suis créatrice de contenu. Et donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir deux boursiers qui ont mérité la bourse du gouvernement brésilien. Alors, ils vont nous parler de leur expérience et comment ils ont fait pour obtenir cette bourse. Alors, je vous demande de vous présenter. Moi, je reprends au nom de Reginaldo Rodonu. J'ai été sélectionné par le programme GCUB du gouvernement brésilien pour faire un master en production animale ici. D'accord. Et Moi, je m'appelle Michel Kibo. Je fais l'agronomie ici, spécialement en horticulture. J'ai été aussi sélectionné, comme mon frère qui vient de parler, par le programme chez Cuba pour faire un master au Brésil. ok, c'est bien. Alors, pour la première question, qu'est-ce qui vous a motivé à postuler à la bourse du gouvernement brésilien? Bon, comment est motivation selon moi, Mhm, et j'ai voulu faire autre expérience en dehors de mon pays mhm. parce que dans ma spécialité, le Brésil est un grand producteur de bovins. Ils ont la race Giolando. Ils font beaucoup de production de bovins. Or, dans mon pays, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai opté pour cette bourse pour venir faire l'expérience de leur activité ici, principalement. D'accord. Et vous? Eh bien, ma principale motivation était d'approfondir les connaissances en agronomie dans un pays quand même peu connu dans la production agricole. Et le Brésil étant vraiment une puissance agricole, voilà, il était le pays en fait idéal pour moi de venir approfondir mes connaissances. D'accord, super. Comment avez-vous entendu parler de cette opportunité? Bon, pour l'opportunité du GCUBA, Mm, du gouvernement brésilien, bon, moi j'ai connu ce programme par le biais de l'ambassadeur dans mon pays, le Bénin. mhm. Donc, une fois que cette bourse est lancée, j'ai été informé par le chargé du programme bourse à l'ambassade et j'ai dû postuler pour ça. Ça se fait en ligne spécialement. Tu restes chez toi, tu postules. C'est pas un truc où tu viens à l'ambassade, non. Ça se fait personnellement. D'accord. Et vous, Monsieur Michel? Alors, pour moi, c'est vraiment un coup de chance Ah ouais? parce que dans ma recherche acharnée des bourses à l'extérieur, j'ai eu la chance de m'inscrire à plusieurs sites Mhm, internet. mhm. Donc, je recevais en fait les notifications des bourses qui passaient, la plupart en fait. Et c'est ainsi que j'ai reçu la notification au niveau de mon téléphone que la bourse, j'ai que simplement comme ça. Donc, autrement dit, c'est pas Internet que j'ai appris. Voilà, j'ai eu les formations pour cette bourse. D'accord, super. Alors, quels étaient vos objectifs académiques et professionnels en choisissant le Brésil comme destination d'études? Bon, moi j'ai choisi le Brésil comme pour faire mes études de master Mm, parce que bon, le Brésil a tous les équipements, de bons laboratoires, plus que dans nos pays en Afrique. Donc, avec les expériences, tu es sûr de pouvoir obtenir les bons résultats qu'ici, qu'en Afrique. Parce qu'en Afrique, on a la technologie adéquate pour mm. pouvoir aboutir à un résultat fiable pour nos recherches. Alors, D'accord. comme je le disais tout à l'heure, le Brésil, c'est vraiment un pays de référence en matière d'agriculture. Non seulement ça, il, il a en fait une similarité avec nos réalités en Afrique. Mhm, Si je mhm. m'exprime ainsi. Donc, je souhaitais en fait développer des compétences techniques et scientifiques dans la gestion de l'eau, en agriculture,
tropicales et semi-arides. Voilà. Surtout dans les zones, je vais dire que cela me permettrait en fait, d'améliorer la productivité agricole quand je ferai au pays, surtout dans les zones sahéliennes, voilà, de notre pays, parce que le nord du pays veut désormais rejoindre là. Et comment je dirais, comment on appelle ça? Le climat, ça y est. C'est un climat tropical. Sinon, c'est très intéressant vos ambitions. Vraiment. Chapeau à vous. Alors, pouvez-vous nous décrire le processus de candidature à la bourse? Oui, une fois que l'édital du GQ sort, le programme demande d'écrire 2 tests. Il faut écrire un test sur un projet de recherche et écrire un second test qui dira les importances académiques sur le retour au pays après les études. Du coup, pour le master, il faut écrire un test aussi également, c'est ça? Pour le doctorat, oui, les deux, le doctorat et le master, il faut écrire un projet, c'est 2 tests. Le premier test constitue l'importance académique après les études, la viabilisation dans ton pays d'origine. Le deuxième test, tu vas défendre un projet comme ce qu'on fait en licence. Tu écris un projet suivant un canevas bien détaillé à respecter. Oui, il s'agit des choses, il s'agit le nombre de mots à respecter, le format, tout ça, là, ils ont des critères. Ok, du coup, concernant le choix des universités, comment est-ce que vous avez procédé? Vous avez postulé au hasard ou bien vous avez fait... Non. Concernant le choix des universités, et quand l'appel d'offres sort, et le programme met à disposition toutes les universités du Brésil qui sont dans le programme GQ. Donc, tu vas faire la recherche pour sélectionner 5 universités. Tu as le choix de choisir 5 universités au total qui offrent les cours dans ton domaine. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous avez choisi 5 universités dans votre domaine. Exactement. Et pour faire le choix de cette université, vous avez choisi ou bien vous étiez allé sur les sites des universités, vous avez fouillé, voir quels sont les prérequis ou bien comment est-ce que vous avez procédé? Bon, et moi spécialement, j'ai eu une licence en production santé animale et dans le domaine du vétérinaire. Donc, j'ai choisi les universités qui offrent les cours en sciences vétérinaires et en production animale. Donc, il décrit le profil de chaque université dans la base de données des universités qui sont en collaboration avec le programme GQ. Parce que ce n'est pas toutes les universités au Brésil ici qui sont en collaboration avec le programme GQ, non. D'accord. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous avez à ajouter? Bon, ce que j'ai ajouté concernant le processus de candidature, c'est totalement en ligne. Tout est totalement en ligne. Il n'y a pas un dossier physique à déposer nulle part, ni à l'ambassade, ni dans un site. Tout est en ligne en fait. Donc, on rassemble les documents. Il y a un lien sur lequel tu dois cliquer. Le lien est déjà donné au niveau de l'appel de candidature. Donc, vous cliquez sur ça, ça vous envoie directement au niveau de la page de candidature, où vous allez renseigner vos informations et les documents qu'il faut, et après vous envoyez. C'est très simple. Et bon, voilà. Et en matière d'études, j'avais en fait mon programme qui offrait les cours d'agronomie. Que j'avais fait l'horticulture, j'ai choisi les institutions qui offraient les cours en horticulture. Et la plupart étaient des universités du nord du Brésil. Ah, ok. Du coup, en parlant des documents, vous avez parlé de DTS tout à l'heure.
Du coup, à part ces deux tests, qu'est-ce que vous avez ajouté encore à ces documents-là? En tant que coach, pour postuler, Vous venez de parler de deux tests. il y a Et après, quels sont les documents qu'on peut encore rajouter pour pouvoir postuler? Il y a un document d'identité. Mhm. Ça peut être une carte d'identité, un passeport ou autre chose. Le CV aussi. Mhm. Le diplôme. Et si par exemple, vous voulez faire le master ici, vous avez besoin de votre diplôme de licence. Mhm. Et si c'est le doctorat, vous aurez besoin. Ça dépendra de l'université, mais il y a des universités qui demandent que le diplôme de la licence et le diplôme du master. Ok. Et après ça, maintenant, il y a les relevés de notes des 3 dernières années. Voilà. Du coup, c'est ça, c'est suffisant. Et plus maintenant, les 2 tests. Ça d'accord. En parlant du CV, est-ce que vous l'avez fait d'une manière genre adaptée à vos procédures ou bien comment est-ce que vous avez fait le CV? Genre, si quelqu'un veut faire la procédure, quel type de CV ou bien quel conseil vous l'auriez donné par rapport à comment préparer son CV? Bon, selon moi, il va faire le CV selon le format de son pays. Bon, selon moi, j'ai mis toutes les expériences que j'ai eu à faire dans le domaine agricole, dans mon CV, et tout mon parcours scolaire, et les universités, les écoles et professionnelles que j'ai eu à faire aussi. J'ai mis tout ça dans le CV. Donc, le CV, c'est tout ce que, c'est en quelque sorte le résumé de ton parcours scolaire ou soit universitaire. Ok, je pense qu'on en reviendra parce que, par exemple, il y a certains je pense que vous avez eu des expériences, surtout dans votre domaine. Je pense qu'il y a beaucoup de pratiques dans votre domaine, au moins vous avez, et certains qui n'ont pas d'expérience, comment ils peuvent faire leur CV, genre. Mais chaque type bon. moi, je vais conseiller à ces personnes-là qui n'ont pas du tout d'expérience de juste renseigner les informations qu'ils ont, leur parcours, ouais, de ne pas mentir. Parce que une fois ici, il peut arriver qu'on vous, par exemple, vous dites que vous avez déjà travaillé dans une entreprise de recherche, dans une institution de recherche, alors que vous ne l'avez pas fait en réalité. Mais vous dites ça dans le CV, histoire de pouvoir quand même convaincre celui qui sélectionne de vous prendre. Une fois au Brésil, on vous demande l'attestation qui prouve que vous avez déjà travaillé dans une institution de recherche. C'est un exemple. Vous allez faire quoi? Ça veut dire que vous avez menti. C'est la panique, que vous ça. n'avez pas menti sur les autres. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est de renseigner son parcours de façon claire et nette. Voilà. Ok, merci. Alors, avez-vous rencontré des défis particuliers lors de la préparation de votre candidature? Si oui, comment les avez-vous surmontés? Vous avez eu des défis lorsque vous faisiez... Oui, bien évidemment. Mhm. Moi, le principal défi que j'avais en ce moment, c'est comment structurer ma proposition de recherche pour pouvoir la rendre un peu spéciale en fait. Oui. Donc, la structure que j'allais aborder, que j'allais utiliser pour rédiger ma proposition de recherche. C'était ça. Donc, j'ai dû consulter des doyens qui avaient déjà fait des trucs comme ça, voilà. Je les ai consultés, ils m'ont aidé. Vous, monsieur Reginald? Oui, comme mon méchant vient de le dire, et comme défi, le défi, c'est surtout au niveau du projet de recherche. Parce que le GIE, c'est une bourse mondiale, je vais dire. C'est tous les pays du monde qui participent. Ce n'est pas l'Afrique seule. Il y a le Brésil, tous les continents participent pour ce programme.
Donc, il faut vraiment avoir un bon test. Si tu n'as pas un bon test, un projet que tu vas bien défendre, c'est sûr que tu vas passer à côté parce que c'est noté à 80%. Les deux tests sont notés à 80%, donc les diplômes sont à 20%. Donc, c'est au niveau du test qu'il faut vraiment choisir un bon projet pour défendre. Sinon, tu passes. C'est une compétition très rude. Et quels sont les conseils vous pouvez donner à ceux ou bien celles qui font recours aux intelligences artificielles? Parce que on peut pas oublier ces paramètres-là. Si tu vas à l'heure, là, il y a beaucoup qui achètent de l'heure régulière. Le test, quel conseil vous pouvez leur donner? Selon moi, je l'ai dit, faut pas copier pour copier. Parce que aujourd'hui, tout le monde est au courant de l'intelligence artificielle. Et quand tu utilises les mots de l'intelligence artificielle, tout le monde sait ça au moins. Il faut maîtriser son domaine, maîtriser ce que je veux faire. Par exemple, moi maintenant, j'ai un parcours dans le domaine agricole depuis le lycée. Après mon PPC, je suis parti au lycée agricole. J'ai eu mon bac dans le système agricole. Et j'ai continué encore à l'université dans le système agricole. Donc, je maîtrise ce que je faisais. Donc, je suis dedans il y a un bon moment. Donc, il faut maîtriser ce que tu veux faire. Donc, il faut de copier les choses d'intelligence artificielle. Et aussi, je veux dire par là, il faut maîtriser quand même son projet et écrire. Et faire des recherches sur les trucs qui sont à l'actualité au Brésil. Pour passer dans le domaine, le Brésil, c'est un pays qui importe beaucoup dans le domaine de la production animale à l'étranger, tout ça. Donc, il faut savoir connaître les réalités du pays dans lequel tu veux postuler pour cette bourse et maîtriser ton domaine en réalité. C'est comme conseil que j'ai donné au jeu, mais il ne faut pas copier pour copier. Vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Michak? Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? De ne pas copier pour copier. Voilà. Parce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, bien sûr, mais il faut savoir l'utiliser. On peut l'utiliser juste pour avoir une idée de ce qu'on veut faire. Voilà. Mais pas copier intégralement tout ce que l'intelligence a fait. Et tu codes pas. Et tu dis non, ça ne peut pas marcher. Donc il faut savoir aussi modifier. Et c'est en cela qu'il est important de maîtriser son domaine en fait. De maîtriser son propre thème. Thème que vous voulez développer, il faut maîtriser ça. Sinon, vous allez le mettre dans l'intelligence artificielle, il va vous sortir des informations qui ne correspondent même pas à ce que vous voulez. Ne sachant pas ce que vous faites, vous allez copier, coller. Donc, il faut maîtriser son domaine et rédiger dans son domaine. C'est important. Voilà. Et aussi, je vais rajouter que c'est une bourse d'études qu'il y a beaucoup de personnes qui postulent. Et donc, vous copiez-collez, il y a quelqu'un quelque part qui copie aussi la même chose. Donc, du coup, c'est pas conseillé. Donc, voilà. Il va être ponctuel. Voilà. Alors, combien de temps s'est écoulé entre la soumission de votre candidature et la notification de l'attribution de la bourse? Après avoir postulé, combien de temps s'est écoulé la soumission et puis on vous dit qu'un jour vous avez la bourse? Bon, si j'ai bonne mémoire, on a postulé en juin. Ils avaient dit que les résultats devaient être disponibles le 25 septembre 2024. Donc, ce jour, on était parti sur le lien et c'est là on apprenait qu'ils ont reporté les résultats pour le 19 novembre. Donc, c'est le 19 novembre que les résultats sont sortis. Bon, moi, je ne savais même pas le jour, ce 19 novembre, moi, j'étais allé sur le site et ils ont
ils ont fermé le site parce qu'ils étaient en maintenance pour mettre les résultats. Bon, du coup, comme on n'a pas même horaire dans notre pays, c'est au niveau de 3 heures que je me suis réveillé et je vois un message de Michak qui est là actuellement avec moi, qui est parti me chercher sur Facebook. Et il m'a confirmé que je suis sélectionné pour le programme de Belay Diabon. La joie. C'est comme ça que moi j'ai su les résultats. Et vous l'avez su comment, Monsieur Michak? Ah oui, c'est vous qui lui avez dit. Non, oui. C'est grâce au groupe du docteur Emmanuel. C'est grâce à ce groupe que j'ai eu mon résultat. Il y avait un ami qui était dans le groupe. Et il paraît que le gars avait même publié les résultats dedans. Donc, il m'a appelé pour m'informer qu'il a fait mon nom quelque part. C'était dans une course brésilienne. C'est pour ça que j'ai su que c'était la place du nom des bénéficiaires qui était là. J'ai essayé de les contacter. D'accord, super. Quels sont, selon vous, les principaux critères pris en compte pour l'attribution de la bourse? Oui, oui, Jean, je pense que vous avez un peu parlé de ça par rapport aux deux tests, que ça représente 80% de l'écrit, quoi. Genre, ce que la personne a écrit dans le test, ça représente 80%, vous avez dit, non, tout à l'heure? Oui, 80%. Et aussi, je pense que pour le CV aussi est pris en compte les expériences professionnelles que vous avez eues. Je pense que les relevés de notes aussi en font partie, ou bien? Les relevés de notes, le diplôme, sont à 20%. Sont à 20%. C'est les tests qui sont à 80%. Parce que c'est ce que tu veux défendre. Donc, ils misent beaucoup sur les deux tests. Je ne sais pas sur quels critères ils se basent, mais ils ne prennent pas trop en compte les diplômes à l'étranger. Et moi, je pense que l'Occident ne tient pas compte totalement de nos diplômes en Afrique. C'est un problème. On est bien formés. Oui. Selon vous, est-ce que c'est genre ce que vous venez de dire tout à l'heure, est-ce que ça tient vraiment compte de l'excellence? Genre, par exemple, il y a quelqu'un qui a eu sa licence avec la mention, je sais pas, non, c'est pas la mention, mais bon, mention passable, si on peut le dire ainsi. Est-ce que cette personne, genre, la personne a eu 10 de moyenne, est-ce que cette personne peut espérer avoir une bourse, genre cette bourse brésilienne? Oui, évidemment, parce qu'on va parler de moyenne. Je me rappelle, il y a un programme au niveau de l'ambassade, on appelle le programme PETG. Ça, c'est pour le niveau licence. Oui, ils ont des gens en note de moyenne. Ils disent d'avoir une moyenne donnée. Mais dans le cas, ils n'ont pas dit une moyenne. Ils ont plus précisé sur les tests. Dans ce cas, c'est bien. Parce que si on parle de bourse, il y a certains qui disent que non, eux, ils ne peuvent pas pousser à la bourse parce qu'ils ont 10, ils ont eu 11 de moyenne. Du coup, dans ce cas, voilà, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Mais quand même, c'est une compétition que si tu es excellent, ça va te... C'est promoteur, quoi. Ça va passer rapidement. Ok. Alors, avez-vous l'occasion de discuter avec d'autres boursiers pour comprendre les facteurs clés de réussite dans le processus de sélection? Est-ce que vous avez eu à discuter avec d'autres boursiers lorsque vous faisiez votre candidature? Non, moi j'ai eu à discuter avec personne. Du coup, vous étiez deux seulement en train de s'entraîner entre vous? Non. Bien avant, on ne se connaissait pas avant qu'on postule, mais on ne se connaissait pas. Waouh,
Du coup, c'est la bourse qui vous a réunis, quoi. Exactement. C'est ce que tu disais que il était allé vous chercher sur Facebook. Exactement. Ok. On ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas. Chacun avait postulé individuellement dans son coin. Donc, c'est quand les résultats sont sortis que lui a vu le nombre de Béninois. Il a écrit aux Béninois qu'il avait été sélectionné pour telle bourse. Et moi, je dis, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu un meilleur de programme qui me faisait comprendre que j'étais sélectionné. Au contraire, c'est moi-même qui les a écrits pour demander la suite de la procédure. Ah, du coup, si c'est que vous n'avez pas procédé, là, c'est fini, quoi. C'est fini. C'est pourquoi dans la vie aussi, il faut être audacieux, voilà. Exactement. Donc, selon eux, comme les résultats sont sortis, tu dois aller sur le site pour vérifier si ton nom est sélectionné. Et après la procédure, tu dois écrire à ton université pour rentrer en contact avec le coordonnateur qui doit t'envoyer la lettre d'acceptation pour que tu puisses présenter à l'ambassade pour pouvoir avoir le visa. D'accord. Même à l'ambassade, nulle part, c'est affiché qu'il y a les étudiants de GQ qui sont ce n'est pas affiché. Ah ouais? Oui, alors ça, c'est pas affiché, jamais. On ne sait pas pourquoi. L'ambassade n'a jamais fait sortir une note en disant que avoir les candidats qui sont sélectionnés pour le programme GQ, jamais. Ils ont ça à leur niveau, mais ils n'ont jamais affiché comme le programme PEC. Je n'ai jamais vu ça à l'ambassade. Et vous, Monsieur Michak, vous avez vécu la même chose? Vous n'avez pas reçu de mail? Non, moi j'ai reçu ce mail. J'ai reçu ce mail, mais à peu près 3 semaines après la sortie des résultats. Je crois bien, 3 semaines. J'ai essayé aussi de contacter l'université. Je les ai écrits, ils m'ont dit non, d'attendre que lorsque le moment sera venu, ils vont m'envoyer le mail. Effectivement, ils ont envoyé le mail. Tu as reçu le mail de GQ? Comme le frère disait, j'ai reçu le mail. Et Je pense que les autres aussi avec le succès, c'était toi seul qu'on attendait dans le temps. Je pense. Et maintenant, quel conseil vous pouvez réellement donner à quelqu'un qui a postulé à cette bourse pour ne pas être dans le bleu? Genre, quel conseil vous pouvez le donner? Surtout dans votre cas, Monsieur Reginald. Oui, et selon moi, il doit être à tout moment sur le site du GQ et s'informer chaque fois. Si les résultats sont sortis, ils doivent écrire au programme pour savoir la suite. Parce que si tu écris au programme, ils répondent automatiquement. Ils répondent automatiquement. Donc, j'ai dû écrire au programme et ils m'ont répondu, dit oui, effectivement, je suis sélectionné. Et ils m'ont donné la suite de la procédure à exécuter. D'accord. Donc, c'est www.gqba.br. Voilà le site. D'accord, merci beaucoup. Alors, quels sont les principaux avantages offerts par la bourse du gouvernement brésilien? Quels sont les avantages? Oui, quels sont les avantages? C'est une bourse qui vous aide à, voilà. Qu'est-ce que il vous donne comme, est-ce que vous avez du logement qui est à votre portée? Est-ce qu'il vous donne de l'argent chaque mois? Qu'est-ce que vous recevez? Quelles sont les aides, quoi? Oui, concernant le programme GQ, c'est une bourse, une bourse partielle. Ok. Et quand tu es dans ton pays, c'est toi-même qui fournis tout. Les frais de visa, le billet d'avion, c'est toi-même qui. C'est remboursable, c'est cool là. C'est une fois ici au Brésil que tu vas étudier gratuitement et ils te donnent une somme de 2100 reais. Et quand je convertis ça en francs CFA,
Et ça fait quelque chose de 220 000 par mois. Donc, c'est ça qu'on reçoit. Maintenant, c'est dans ça que tu payes ton logement. Donc, ils ne prennent pas en compte le logement, rien, même ni la nourriture, rien. C'est dans la bourse que tu reçois que tu te gères toi-même. Tu vas à l'université gratuitement. Et maintenant, il y a pour la ration alimentaire à l'université, il y a un prix qui est réduit pour les étudiants. Donc, c'est des avantages. Du coup, pour les frais de scolarité, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Les frais de scolarité sont gratuits et tout ce qui va avec, en fait. Sauf que vous n'avez pas autre avantage que ça. Les restaurants, oui, vous avez accès au restaurant, à la bibliothèque, à tout ce qui est à l'université, en fait. Vous avez accès à ça comme les autres étudiants au Brésil aussi. Mais le billet d'avion, l'assurance santé, c'est vous-même. Tout cela, c'est vous, votre manger. Genre, ce qui veut dire que vous, chaque mois, vous recevez, par exemple, 200 000 francs CFA par mois. Et oui, 220 000. Et vous étudiez gratuitement. Mais pour le manger, tout ce qui va avec votre logement, c'est à votre portée. Oui, quand tu prends ta bourse, tu gères tout dedans. Est-ce que selon vous, vous arrivez à vous en sortir? Est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est suffisant. C'est suffisant pour quelqu'un qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'enfants au pays. Le minimum. Ouais. Voilà. C'est suffisant. Il ne faut pas oublier que ça dépend aussi de la ville. Ah. Parce que pour quelqu'un qui vit, par exemple, à Sao Paulo ou bien à Rio de Janeiro, ça, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. Je pense même que la personne aura besoin d'un complément. Hein. Parce que rien que le logement coûte plus de 1000. Voilà. Non, tu sais, pour la bourse, en fonction des zones, ils ajustent. Tu comprends? Ah, ok. Par exemple, quand je prends le cas d'Elisabeth, maintenant, elle ne reçoit pas la même bourse que nous. Elisabeth, elle reçoit 2000 et 2300 RS. Oh, nous, on reçoit 2100 RS. Du coup, ça dépend de sa localité, en fonction du niveau de vie, le coût de la vie de la ville. Exactement. Ok. Est-ce que vous avez bénéficié d'une assurance santé ou d'autres services de soutien grâce à la bourse? Est-ce qu'il y a eu une assurance santé? Est-ce que vous êtes couvert? Est-ce que si, par exemple, vous souhaitez passer quelque chose arrive, est-ce que vous serez traité gratuitement? Bien, je sais pas. Ou bien même si vous tombez malade, c'est en votre charge? Non, ici au Brésil, quand la santé, elle est gratuite pour tout le monde. Maintenant, en parlant d'assurance, on nous avait demandé de faire une assurance dans nos pays avant de quitter. Maintenant, sur les informations que j'ai reçues ici, il y a l'université qui fait une assurance au nom de l'étudiant dans la base de données. Donc, nous avons une assurance à l'université. Donc, en cas de quelque chose, il y aura un dédommagement. Et quand tu tombes malade, l'hôpital, c'est gratuit pour tout le monde. Tout citoyen brésilien, même si tu n'es pas citoyen, c'est gratuit. Ah, c'est bien. C'est beau le Brésil. Ok, merci. Comment s'est déroulée votre intégration au sein de l'université brésilienne? Ah, c'est le grand facteur. Le grand défi, en fait. Pour moi, ça n'a pas été du tout facile. Raconte-nous un peu. Parce que ici, c'est rien que le portugais. C'est rien que le portugais. Au début, tu ne comprends rien du tout. Donc, c'est très difficile.
Jusqu'à présent, on ne pourra pas dire qu'on maîtrise déjà le portugais à 100%. On se démène. On se démène. Donc, c'est difficile. Parce que tu viens, tu commences les cours aussitôt. Dans la langue, c'est très difficile. Donc, juste une parenthèse. À la fin, vous allez nous parler en portugais. Donc, préparez-vous à ça. Ok. Ok, allez-y. C'est vraiment difficile. Donc, moi, il y a le programme PECG qui offre des cours gratuits de la langue portugaise aux étudiants de PECG. Maintenant, si tu te retrouves dans l'une de ces universités, tu peux profiter de ces cours gratuitement. Dans mon cas ici, moi je suis au nord de l'état de Minas Gerais, où nous l'appelle Montes Claros. L'université s'appelle l'UFMG, l'Université fédérale de Minas Gerais. Donc, l'université qui se trouve au nord de Minas Gerais, il n'offre pas les cours de portugais. Mais l'université qui se trouve au niveau du centre, au centre du pays, de l'état de Minas Gerais, on appelle ça Belo Horizonte, BH. Eux, ils offrent les cours de langue. Du coup, quand je suis arrivé ici, j'ai dû payer une formation pour suivre les cours de portugais en présentiel chaque fois. Donc, jusqu'à présent, je continue d'y aller. Donc, voilà mon expérience. C'est pas facile la langue, pas du tout. Mais le coût que vous avez payé, c'est dans votre propre compte, ça? Oui, c'est dans mon compte. Je prends la bourse pour pouvoir financer les cours du portugais en présentiel. Si c'était que l'université offrait ici les cours de langue, c'était gratuit pour tout le monde. Mais ils n'ont pas ça ici, dans la vie spéciale. Donc, parce qu'il y a des universités qui sont sélectionnées pour donner les cours de langue aux étudiants de PECG. Ils font 1 an de cours avant qu'ils ne soient déployés dans leur université respective. Je pense que vous avez compris. Oui. Okay. Et Monsieur Michak, parlez-nous un peu de votre intégration. Bizarrement, nous ne sommes pas dans le même état. Moi, je suis dans l'état de Paraíba, c'est aussi le nord. Donc, c'est vraiment difficile, il faut le dire. C'est difficile. Il faut être vraiment garçon pour tenir. Donc, fille aussi peut tenir. Directement le cours. Oui, bon, dans ce cas, la fille aussi est garçon. La fille est vraiment fille, elle est garçon aussi. Donc, on a commencé directement les cours sans que je ne comprenne rien en portugais. Rien du tout. Donc, je vais au cours, on fait un cours très simple, très facile, mais je ne comprends rien. Et vous avez eu à payer de cours aussi comme Monsieur Reginald? Oui, est-ce que... Moi, je n'ai pas payé des cours. Sauf que l'université m'a offert des cours. Mais ces cours-là, c'est pas en réalité... En fait, ça ne m'a pas aidé quoi. Parce que les cours, ils ont demandé à ce que tu aies un niveau basique en portugais. Moi, je n'avais pas. Donc, c'est compliqué. Il parlait le portugais, il fait le cours de portugais. C'est compliqué. Donc, ce qui m'a plus aidé, c'est le fait que je sois seul. Donc, il n'y a personne qui parle le français, ni personne qui parle l'anglais. Voilà, je me suis retrouvé au milieu de nulle part. Tout le monde est en train de parler le portugais. Donc, pour communiquer, je suis obligé de parler. Voilà pourquoi ça m'a beaucoup aidé. C'est ça qui m'a aidé. C'est bien, vous êtes courageux. Quelles ont été les principales différences que vous avez remarquées entre le système éducatif brésilien et le système éducatif de votre pays d'origine? Ça, c'est très... Ici, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Parce que, par exemple, le Bénin, lorsque moi je faisais les cours là-bas, le premier semestre, c'est 15 cours. 15 cours théoriques et un cours pratique. Ici, contrairement à ici, j'ai seulement 4 cours pour le premier semestre, 4 cours pratiques théoriques
Et tout le reste du temps là, est réservé aux travaux laboratoires, à la ferme et dans les serres. Donc, il y a plus de pratique ici que la théorie. Des fois, on fait la pratique même et oublier, jusqu'à oublier d'aller apprendre. Mais on apprend. Il faut quand même qu'on paye, qu'on paye les cours. Voilà. Donc, il y a une grande différence en matière de pratique. Il y a plus de pratique ici qu'au pays. Voilà. Et vous, Monsieur Reginald, c'est pratiquement la même chose? Oui, c'est pas la même chose, mais parce que bon, ici c'est relax, c'est pas comme au pays. Tu fais beaucoup de cours, tu as le choix de choisir. Il y a un taux. Tu ne dois pas excéder, par exemple, plus que 5 matières, plus que 7 matières. Minimum 3, maximum 5. Au pays, c'est pas comme. C'est différent, il y a une grande différence. C'est relax, on ne te force pas. Tu es à ton rythme. Au pays, ce n'est pas ça. On te présente les cours de l'année ou soit du semestre et tu choisis. Mais il y a des matières obligatoires et il y a des matières optatives. Donc, mais parmi les matières obligatoires, ça, là, tu dois faire ça au cours du semestre. Mais parmi les matières optatives, tu choisis ce que tu veux. Mais tu as le nombre de matières à choisir. Tu ne peux pas dépasser plus que 5, maximum 3, et minimum 3, maximum 5. Ok. D'accord. J'ai aussi remarqué un truc, une différence. C'est que ici, ils ont un problème en agronomie, par exemple, en agriculture, de coton, par exemple. Je donne un exemple. Ils ont un problème. Toutes les recherches sont dirigées à résoudre ce problème-là. Ils ne sont pas là à étudier, à divaguer, à étudier des trucs qui ne concernent même pas les problèmes qu'ils ont. Ils étudient leur réalité. Les problèmes qu'ils ont ici, c'est ça. Comment résoudre ces problèmes-là. Donc, ça m'a vraiment impressionné. Parce qu'au pays, c'est comme si vous faites l'agronomie, mais on n'a pas de problème en agronomie. C'est genre, vous êtes dans la généralité, il n'y a pas quelque chose de fixe, un but vraiment. Je comprends. Alors, la question suivante. Avez-vous participé à des activités extra-culinaires ou des associations étudiantes pour faciliter votre intégration? Est-ce que vous avez rejoint un groupe de personnes ou bien, je sais pas, pour pouvoir vous intégrer? Genre, par exemple, pour l'apprentissage de la langue, genre, comme vous avez payé le cours, est-ce qu'il y a certains qui sont dans le cas également que vous et vous vous entraidez entre vous? Ou bien il n'y a pas eu ça? Non, il n'y a pas eu ça. Mais à l'université, personne ne parle le français. Tu es obligé de parler le portugais. Donc, nous avons des groupes de travaux qu'on effectue ensemble. Donc, tu dois parler le portugais. Ça, personne ne parle le français. Donc, tu es obligé de parler le portugais avec eux. Même pas l'anglais aussi. Les Brésiliens ne comprennent pas. Tout le monde ne comprend l'anglais, à mon avis, non. Ils ne comprennent pas l'anglais. Ils ne comprennent pas l'anglais. Je suis allé voir quelqu'un de l'université. Oui. Me disant que, bon, au moins, lui, il comprendrait l'anglais, mais... Ok. Ok. Alors, pour les défis, vous en avez parlé déjà. Mais, s'il vous plaît, mais les professeurs parlent anglais, les professeurs qui ont étudié à l'étranger parlent anglais, mais les étudiants ne comprennent pas l'anglais. Pas du tout. Donc, est-ce que vous avez rencontré des difficultés administratives ou bien bureaucratiques lors de votre installation au Brésil? Est-ce qu'il y avait eu des problèmes de genre? Non, il n'y avait pas de problème. Oui. Ici, quand tu viens, comme on connaît déjà pourquoi tu es venu, les choses passent plus facilement, c'est plus rapide, il n'y a pas de problème. Non, tout est OK sur ce point. Avec le système informatique, c'est au point. Ok. Alors, par exemple, moi, quand je suis venu,
c'est l'université qui a déployé un véhicule pour m'amener, pour faire mes papiers. Waouh. Ça, c'est bien. On me ramène. Ils sont accueillants. C'est bien. C'est bien, vraiment. Et ma question suivante, y a-t-il des ressources ou des services spécifiques qui vous ont été particulièrement utiles pendant votre séjour? Est-ce qu'il y a des services qui s'occupent des étudiants? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des services? Tout se passe à l'université. Tout se passe à l'université. Si tu as un problème sur l'université, il y a le secrétariat de chaque programme. Si tu vas sitôt, le problème est résolu. Mais jusqu'à présent, je pense que je n'ai pas connu de problème. Tout est OK. Ah, d'accord. Alors, en quoi la bourse a-t-elle influencé votre parcours académique et professionnel? Michel répond. Donc, je te laisse. Comme c'est toi qui réponds en premier, toujours, voilà, je te laisse. Bon, la bourse, pour moi, la bourse m'a permis en fait de découvrir certains horizons que je ne pensais même pas. Voilà, ça m'a permis de repousser en fait mes limites. Donc, là où moi je pensais m'arrêter, j'ai fait que ben, ça pas là, il faut pousser. Il faut pousser. Il faut chercher certains horizons. Voilà. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Aujourd'hui, j'envisage de me faire le doctorat après. Ah, c'est bien. Et vous? Bon, je peux dire pareil, concernant le domaine, domaine de la santé animale, j'ai vu les équipements qu'ils ont ici. On n'a pas ces équipements en Afrique, c'est pour le trait du lait de la vache. Les équipements sont vraiment au top. Et à chaque chose, quand il y a un cas de maladie, on fait automatiquement l'autopsie. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc, je me retrouve dans le bain et aussi j'ai visité beaucoup de fermes ici déjà où c'est au top. C'est vraiment au top plus que dans nos pays. Ok. Alors, comment cette expérience a-t-elle enrichi votre perspective culturelle et personnelle? Sur le plan culturel, est-ce que c'est un plus pour vous? Qu'est-ce que ça vous a rapporté de devoir partir de votre pays en Brésil, la culture et tout? Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Et bon, comme ça m'a apporté, ça m'a permis de faire la découverte de la culture brésilienne, comparativement à l'aspect comme pays. C'est un pays de plusieurs régions, c'est pas l'Afrique seule, donc c'est un mélange de tout. Donc j'ai beaucoup aimé. Et souvent, ils ont une fête qu'on appelle ici caravane. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Et ils font beaucoup de manifestations, les danses, beaucoup de choses. C'est quand même bien, quand même. Ça a beaucoup aidé. Et Monsieur Michel, qu'est-ce que vous nous laissez? Mon arrivée au Brésil m'a permis en fait d'enrichir mes connaissances en matière de culture brésilienne. Le Brésil, c'est vraiment un pays qui a une grande diversité culturelle. Quand vous sortez d'un état à un autre, c'est différent. C'est carrément différent. Même la langue, le même portugais là, le portugais du Nord est différent du portugais du Sud. Ah ouais? Oui, c'est ce qu'ils appellent le sotaque différent. Et aller au Sud ne rien comprendre. C'est vrai que vous allez comprendre, mais il y aura quand même des thèmes que vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc, j'ai participé à beaucoup de fêtes. Beaucoup de fêtes. Aujourd'hui, je danse. Je sais danser déjà des danses brésiliennes. Wow. Ça me donne envie d'aller au Brésil. Il y a quelque chose qu'on appelle le pagode. Tu as pas le pagode, non?
Quoi? Tu connais le pagode, non? Non, c'est le forum, je pense. Ah, le fort, non, je connais le fort. Ça, il y a ça, le pagode aussi, qui c'est très beau aussi. Ils ont une fête là qui est en cours déjà, qui s'étend sur, je pense, 45 jours, non? Ou bien 43. Je pense entre 43 et 45. Oui, 45 jours. Pendant 45 jours, ils sont en train de fêter. Ouais, C'est énorme. c'est vraiment, Wow. trop. Alors, on va continuer. Et donc, quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui envisagent de postuler à la bourse du gouvernement brésilien? Moi, comme conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est avant de penser à ça, je pense qu'il n'a qu'à avoir les billets en portugais avant d'arriver ici, parce que c'est très capital. Mhm. Moi, si maîtrise les basiques, s'il pouvait faire une formation de 3 à 4 mois intensive, ça va beaucoup l'aider ici une fois au Brésil pour son intégration dans le système brésilien. D'accord. Et vous, Monsieur Michak, qu'est-ce que vous laissez aux étudiants? Comme conseil, moi, je dirais aux nouveaux étudiants qui veulent postuler de commencer tôt la préparation. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là après la sélection. C'est pas facile. Donc, Vous nous en dites un peu? Pardon? Vous nous en dites un peu sur ce qu'on peut faire après la sélection? Oui, après la sélection, il faut commencer la traduction des documents. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de traduire les documents en portugais, mais il faut les légaliser et à la mairie, au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade du Brésil. Donc, il y a toutes ces tracasseries à faire là. L'obtention du visa, Mhm. le paiement du billet d'avion, tout ça. Et puis l'assurance santé internationale, pardon. C'est pas facile. Il y a une petite somme importante qu'il faut dépenser là. Du coup, après la sélection, il vous envoie un mail qui vous explique tout, quoi. Donc, tout est digital au début, tout est déjà. Hmm. Tout ce que vous allez Tout faire. est écrit sur le site. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a-t-il des erreurs, courantes que les candidats devraient éviter lors de la préparation de leur dossier? Quelles erreurs vous pouvez dire aux candidats d'éviter? Comme erreur, Mhm. c'est de postuler dans un domaine qu'on n'a pas étudié. Mhm. Mhm. Ça, c'est pas bon, c'est pas bien. Quand on arrive ici, on nous demande toutes les preuves qu'on a étudié déjà le domaine. Mhm. Ah ouais, Donc, on vous demande des preuves. Ok. oui, parce que vous fournissez les documents, on regarde la conformité des documents. Mhm. Est-ce que vos documents sont conformes à ce que vous avez dit? Mhm. Et après cela, on vous délivre maintenant une attestation de conformité des documents. Et vous pourrez maintenant faire votre inscription dans l'université. Sinon, vous ne pourrez rien faire. Donc, quand toutes les conditions qui sont posées dans l'appel d'offres, il faut les lire correctement et ne rien louper. Genre pour ne pas commettre des erreurs comme ne pas amener un document, laisser un document au pays, voilà. Mm. Il faut s'informer aussi auprès de ceux qui ont déjà obtenu la bourse, voilà, pour éviter certaines erreurs. Vous nous rajoutez quelque chose, Monsieur Original? Non, il a tout dit. Ok. Alors, concernant la chance, comment multiplier ses chances d'avoir cette bourse? Il faut beaucoup billets. Ah ouais. Oui, vous avez raison. Et quoi d'autre? Non, moi, je pense que c'est la prière. Il faut beaucoup prier et c'est avoir un bon projet, tout simplement. C'est ça. D'accord. La prière et un bon projet. La cohérence du projet, en fait. Oui, la cohérence, vraiment. Bien respecter tout. Surtout au niveau des tests. Voilà. Alors, comment décriviez-vous la vie quotidienne au Brésil pour un étudiant étranger?
Par exemple, vous, comment décriviez-vous vos quotidiens? Bon, mon quotidien, moi, je me réveille le matin si j'ai un cours, je vais au cours et je reviens, je prépare à manger et parce que je n'aime pas trop ce qui est la nourriture brésilienne parce que c'est pas notre nourriture, tout n'est pas du tout bien. Parce que ici, leur, leur nourriture quotidienne, c'est le riz et l'haricot. Riz et l'haricot. Ah ouais? Tous les jours, c'est le riz et l'haricot. Parce que c'est pas vraiment différent de ce qu'on mange dans nos différents pays, non? C'est différent. Nous, on a plusieurs, mais en Afrique, mais ici, leur repas quotidien, c'est le riz et l'haricot. Matin, midi, soir. Au restaurant, c'est comme ça. Juste qu'ils ajoutent les feuilles de salade, les feuilles de laitue, et du carotte. Ils ont des trucs bizarres, mais c'est le riz et l'haricot qui est la nourriture quotidienne. Donc, moi, si je reviens à la maison, je prépare ma nourriture, je me repose. Après, je fais des révisions, je vais sur mon ordinateur, je fais des recherches aussi et pour pouvoir avancer dans mon projet parce que tu dois présenter. Il y a trois phases pour présenter le projet que on te confie. Parce que c'est pas ce que tu as suivi lors de la candidature que tu feras ici encore. Ah ouais? Oui, c'est différent. Ok. C'est différent. C'est ce que moi ce que j'avais choisi au départ, comme mon projet de défense, c'était la prévalence et l'incidence de comment on appelle la maladie là? De la dermatophilose. Mais ici maintenant, je suis en train de travailler sur le thème carrément de l'alimentation en réalité. Et pourquoi Jean, pourquoi ils vous ont dit de changer ou bien c'est juste comme ça? Ou bien en réalité, c'est pour voir tes capacités à défendre le projet. Il y a beaucoup de thèmes en agriculture, il y a beaucoup de thèmes dans la santé animale, il y a beaucoup de thèmes en horticulture aussi. Donc, ils vont te choisir un autre thème que le projet est en train de travailler sur ça. C'est un projet en réalité. Donc, le projet te donne le thème et tu défends ce thème. Donc, il n'y a rien de compliqué là. Si tu as bien fait ton projet au départ, ce qu'on te donne, tu dois bien faire ça aussi. Je sais que c'est le même cas chez Michak aussi. Non. Ok, du coup, pour la question suivante, avez-vous des recommandations sur les villes ou régions brésiliennes particulièrement accueillantes pour les étudiants internationaux? Genre, quelles sont si vous avez des recommandations sur les villes ou bien les établissements à conseiller à des étudiants internationaux ou bien comme genre aussi en tenant en compte, si vous voulez, du coût de la vie aussi, quelles sont les villes que vous voyez que un étudiant peut vivre là-bas aisément? Oui, concernant votre question, ce paramètre, c'est un paramètre qui dépend de ce que tu veux faire au Brésil. Si ta formation n'est pas dans cette université et c'est dans une autre ville, tu es obligé de t'adapter à ça. Mais je crois que toutes les universités qui sont en collaboration avec le programme GQBA sont de très bonnes universités parce que c'est des universités fédérales. Donc, c'est public et même les Brésiliens n'ont pas trop accès à ça. Parce qu'avant d'intégrer ces universités, il faut être vraiment super ici. Ils ont un test pour passer, pour entrer dans cette université là-dedans. Tout ce qui est université publique au Brésil, c'est open. Donc, sur cette question, je pense que ça dépend de ta formation en réalité. Si
si tu veux faire l'agriculture, tu ne vas pas rester au centre ou bien au sud. L'agriculture se fait au nord, comme chez nous, dans nos pays en Afrique. Plus c'est au nord que nous avons l'agriculture qui est bien développée. Mais si tu veux faire des formations comme administration, les choses là, c'est dans les villes comme Sao Paulo, Brasilia, bon, j'en passe. D'accord. Du coup, je pense que c'est la même chose que Monsieur Michel Cossy aura à nous dire. Ou bien vous avez quelque chose à ajouter? Oui. En fait, je voulais dire le fait que le nord du Brésil est plus accueillant que le sud. D'après ce que je pense que dans les universités du sud, que les universités nord. Donc, c'est par exemple un étudiant qui veut postuler pour il voit que la même université du Sud offre le programme de l'université. Moi, je sélectionne l'université qui est au parce que là, il y a une chance et de l'autre côté, il y a D'accord. D'accord, merci. Alors, la question suivante. Comment avez-vous trouvé un logement en Brésil? Comment avez-vous trouvé votre logement en Brésil? Et en mon cas, j'avais un ami déjà qui est ici. Lui, il est dans le programme PECG. Donc, c'est lui qui m'a aidé à trouver le logement ici avant mon arrivée. Et à vous, Monsieur Michel, comment est-ce que vous avez trouvé votre logement? Allô? Comment est-ce que vous avez trouvé votre logement? Je ne vous reçois pas. Ah ouais? Ici, est-ce que j'ai un logement? Oui, comment est-ce que vous avez trouvé votre logement? Donc, c'est une fois arrivé ici dans mon université, j'ai cherché le logement. Donc, quand je venais déjà, j'ai écrit à l'université, effectivement que voilà, je n'ai pas de logement, je ne peux pas à l'université. Ils m'ont permis de rester dans le logement universitaire pour 2 semaines. Donc, je suis resté dans le logement universitaire pendant 2 semaines. Et pendant ce temps, j'ai cherché mon logement avant d'arriver. Donc, comme conseil, vous pouvez dire... Donc, comme conseil, vous pouvez dire à un futur boursier que s'il ne trouve pas de logement, d'écrire aux établissements en attendant pour voir s'il pourrait avoir une opportunité de logement d'étudiant. Bon, pour répondre à cette question, je pense que dans les clauses, l'université aide d'habitude, ils aident. Si tu veux, au début, ils vont t'aider à se loger quelque part avant de trouver ton propre logement. Je pense qu'ils offrent cette opportunité aux étudiants. Donc, le problème de logement ne sera pas un problème. D'accord. Ça dépend de chaque université. Sinon, il y a maximum là, c'est 3 mois, je pense. Maximum 3 mois. Ok. Alors, merci. Le coût de la vie était-il conforme à vos attentes? Non, la vie est trop chère. Il y a l'inflation sur tout. Dans le supermarché, c'est pas la joie. Il y a l'inflation. Le Brésil, c'est un pays où la vie coûte cher, très cher maintenant dans nos pays. Ah ouais? Oui, c'est la vie est chère. Ça craint là.
Ok. Avez-vous des conseils pour gérer efficacement son budget en tant qu'étudiant en Brésil? Quels sont vos conseils pour un étudiant qui vient facilement? Comment gérer financièrement son argent via sa petite bourse? Michel, il faut répondre. Je pense que En fait, j'ai du mal à recevoir, en fait. Est-ce que tu as activé ton micro? Mais j'ai écouté la question, c'est bon. Ok, vas-y. Oui, tout est activé. J'ai reçu la question. Donc, pour un étudiant qui vient ici, moi, je conseillerais d'éviter beaucoup de fêtes. bon, Parce que ici, il y a trop de fêtes. Trop de fêtes. Donc, vous êtes là simplement, les amis t'appellent, on dit voilà, il y a une fête ici, viens. C'est pas que si vous allez à la fête, ils vont payer, vous allez manger. Non, tu paies ce que tu as mangé. Donc, imaginez, toi, tu fais déjà un ravitaillement de la maison, mais les fêtes font que tu dépenses de l'argent plus au dehors. Donc, et de ne pas trop regarder ce que les autres font. Voilà. Rester dans son coin, et d'étudier. d'accord. Monsieur Regina, vous n'avez rien à rajouter? Non, c'est vrai que éviter les fêtes parce que le Brésil, c'est un pays de fêtes. Ils font trop de fêtes. D'accord, si tu vas, tu dois dépenser. Donc, même pour les anniversaires, quand tu invites pour les anniversaires, c'est pas gratuit, tu dépenses, ce que tu bois, tu payes pour ça. Donc, c'est pas comme le système au pays où quand tu invites, tu ne dépenses rien. C'est pas ça. Chacun dépense ce qu'il a consommé. Donc, éviter beaucoup de fêtes pour pouvoir économiser un peu d'argent. Voilà, merci. Alors, si c'était à refaire, y a-t-il des choses que vous feriez différemment dans votre parcours de candidature ou pendant votre séjour au Brésil? Est-ce que vous-même, vous avez remarqué que vous avez eu à faire certaines erreurs que si c'est que c'est à refaire, vous n'allez pas le faire, quoi? Oui, si c'est à refaire, moi, je pense que je dois plus bien m'informer sur les réalités du Brésil avant de m'embarquer dans ça, surtout la langue, comprendre correctement la langue et me préparer financièrement aussi avant d'y arriver. D'accord. Et Monsieur Michak? Exactement. C'est la même chose que je vais dire ici. C'est à propos de la langue. À propos de la langue. Si c'était à refaire, j'apprendrais la langue avant d'arriver au Brésil. Parce que c'est un facteur très important. Et quand tu vis dans ça, ouais, ça va être très bien. Donc, moi, je conseille ceux là qui sont en train de postuler maintenant de commencer déjà à apprendre le portugais. Payer. D'accord, merci. Alors, quels ont été les moments les plus mémorables de votre expérience en tant que boursier du gouvernement brésilien? Vos moments les plus... genre, qu'est-ce qui vous a marqué vraiment lors de votre candidature? Quels sont vos moments forts, les moments forts que vous avez eu à vécu tout au long de votre candidature et jusqu'à une fois être sur le territoire brésilien? Ah, c'est surtout au niveau de l'ambassade qui stresse vraiment. À l'ambassade, là, c'est pas facile. Quand tu vas, on te dit, ce n'est pas complet, va revenir les heures, ils disent des heures, mais quand tu vas, ils ne respectent pas les heures, on dit de revenir après. Donc, vraiment, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. C'était difficile quand même, c'était difficile. Surtout pour la demande de visa, ça n'a pas été facile. À mon avis, c'est surtout à l'ambassade. Et donc, pour Monsieur Michak, c'était comment? Au moment fort.
Pensez déjà, c'était à partir du jour où l'ami m'a appelé Michel, j'ai vu ton temps sur les résultats du nouveau brésilien. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Et il y a aussi le moment où l'avion était en train de décoller de la côte de Cotonou, en fait. Voilà. C'est vraiment mémorable. Ouais. Ça fait chaud au cœur. Vraiment. Alors, question un peu personnelle. Donc, quels sont vos projets après l'obtention de votre diplôme au Brésil? Je pense que vous l'avez avant un peu parlé, mais bon, la répétition elle est pédagogique. Quels sont vos projets après l'obtention de votre diplôme? Bon, selon moi, après l'obtention du diplôme, moi, je pense à quitter le Brésil pour un autre pays que je pense à aller dans le continent européen plus possible. Non, pour le moment, c'est ça. D'accord. Et Monsieur Michak, vous envisagez de retourner? Oui, bon, c'est possible. Michak, Et d'appliquer les connaissances acquises, développer le pays. Mais toutefois, je reste toujours ouvert aux opportunités du Brésil. Et Monsieur Reginald, est-ce que vous envisagez de retourner? Genre, au pays? pas forcément après votre diplôme au Brésil, mais bon, une fois en Europe, comme vous venez de dire tout à l'heure, est-ce que vous envisagez de retourner ou je sais pas. Oui, après mon master, si j'envisage d'aller en Europe étudier, mais pas pour plus revenir encore au Brésil, non. Et genre, je parlais de votre pays d'origine. Oui, je vais dans le pays d'origine et pour les vacances, certes, mais pas pour y rester, non, non, non. Et vous venez de dire que vous allez retourner, c'est ça? Monsieur Michel. Pardon? Parenthèse. Non, mais je pense que peut-être que... Ah, ok, c'est une possibilité, voilà. C'est une possibilité. Alors, ok. On continue. Y a-t-il quelque autre chose que vous aimeriez partager avec ceux qui envisagent de postuler à cette bourse d'études ou d'étudier en Brésil? Si vous pouvez toutefois nous faire un récapitulatif des documents, bien tout ce que vous voulez. Ou bien si autre chose que vous aimeriez partager, ceux qui envisagent de postuler à cette bourse. Michak, j'ai pas très bien entendu. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui flotte. Oui, je pense que votre connexion a un petit problème. Genre, est-ce que vous auriez autre chose à partager ou bien un plus à donner à ceux qui postulent ou bien ceux qui envisagent d'aller étudier au Brésil? Oui, je pense que ce que moi je peux dire, c'est-à-dire de commencer par écrire et d'écrire le test le plus tôt avant le lancement de la bourse et faire comment dire, parler avec les anciens pour savoir comment ils vont s'y prendre. C'est ce que moi je peux leur dire. Il faut commencer par écrire parce que le test est très capital et c'est là où il y a beaucoup de points. Et il faut vraiment écrire, faire des recherches sur le Brésil, les trucs qui sont à l'actualité au Brésil, les informations qui donnent, comment ça se passe. Et il faut vraiment faire ces recherches-là avant le lancement de la bourse en question. D'accord.
Monsieur Michel, vous avez quelque chose à ajouter? Ouais. Il faut déjà avoir une idée de ce qu'on veut faire au Brésil, une fois au Brésil. D'accord? Et de pouvoir se former sur les universités qui offrent ce genre de cours-là. Et bien se former sur les universités. Et après, comme l'a dit Régina tout à l'heure, de rédiger, bien sûr, à l'avance, son projet de recherche. Il y avait le temps, quoi. Ouais. Donc, et de préparer aussi un budget. Préparer un budget pour la Brésil. Parce que vous venez de le dire tout à l'heure que de manger, tout, c'est à votre charge. Seulement, vous aurez... Oui. Exactement. Une allocation mensuelle. Tous les programmes que moi j'ai déjà connus ici au Brésil qui vont permettre aux étudiants africains de venir ici, c'est pratiquement aux étudiants de s'occuper de leur arrivée ici en fait. Oui. Donc, tous les programmes, que ce soit PPG, c'est aux étudiants de payer les billets d'avion pour arriver ici. Et parfois même payer les logements pendant un mois encore. Ouais. Il faut vraiment prévoir un budget pour ça. D'accord. Alors, pour la dernière question, et je vous laisse. Du coup, vous pouvez dire une phrase en langue brésilienne et traduite dans votre langue maternelle et en français pour ceux qui ne comprennent pas votre langue d'origine. Premièrement, vous parlez en langue brésilienne, après votre langue d'origine et en français. Como você está? Comment tu vas? Ça veut comment tu vas en français. Et dans ma langue d'origine, les mifono. Ah, ok. D'accord. On passe à Monsieur Michak. Non, tout ce qui vous passe par la tête. Pardon? Você é bonita. Là, j'ai compris ce que j'ai dit. Et dans votre langue. Vous avez entendu? Ok. Dans ma langue maternelle, ça veut dire award. Et en français? Et en français, ça veut dire tu es belle. Ah, ok. Donc, on est arrivé à la fin. Et je vous remercie énormément d'avoir pris votre temps, de partager votre expérience avec nous. Vraiment, c'est très enrichissant. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite. Et j'espère que on se reverra en Brésil. D'accord. À la bonne soirée. Pareil à vous.